Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la clôture des inscriptions sur les listes électorales 2024, ELECAM enregistre 755 085 nouveaux inscrits, soit une augmentation significative du nombre d'inscriptions de toutes les cibles d'Elections Cameroun, notamment les jeunes et les femmes. À scène de presse ce dimanche 22 septembre 2024, nous revenons sur le bilan de l'opération de révision du fichier électoral en évoquant les étapes qui viennent après les inscriptions et en intégrant bien sûr les réserves émises par certaines formations politiques sur le déroulement de cette opération, notamment chez les Camerounais vivant ou établis à l'étranger. Et pour aborder ce sujet précis, la CRTV a fait venir autour de cette table Yondin Kam 4. Bonsoir. Bonsoir Séverin, merci de m'avoir à nouveau. Un salut très particulier à l'équipe technique très féminine de votre plateau. Merci beaucoup, c'est vous qui le révélez, le public ne le sait pas, on est entouré de beaux visages. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, grand reporter au quotidien Le Jour, et tout à côté de vous en face, Ekani Otou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Gambélé. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la CRTV de par le Cameroun et le monde. Bonsoir aux militants du Front des démocrates camerounais. Bonsoir à tous les jeunes qui continuent à rester attentifs à tout ce qui se passe à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et c'est toujours un honneur de venir parler dans la télévision d'État, qui est notre télévision, et vous ne devez pas nous laisser tout seul continuer, vous devez nous rejoindre. Merci de nous avoir invités. Merci. Vous êtes directeur national du parti politique Front des démocrates camerounais, le FDC, c'est bien cela? C'est bien cela, monsieur Alekambele. Je continue avec le directeur général adjoint des élections, ELECAM. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Monsieur Abdoul Karimou, c'est un honneur de vous avoir au lendemain de cette vaste opération qui vient d'être menée. Nous serons rejoints tout à l'heure par Olivier Mbélé, qui est journaliste, directeur des publications du journal Le Courrier. À tous, merci de répondre à l'invitation de la CRTV, et à vous qui nous regardez à la maison, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux. En parcourant la presse cette semaine, il nous a été donné de constater que la rentrée scolaire occupe toujours les devants de l'actualité. Mais ce qui est intéressant, c'est davantage les mesures strictes prises par le ministre des Affaires secondaires pour une année scolaire sans anicroche. Selon la nouvelle expression, dans la phase 2 du lancement de l'année scolaire 2024-2025, le ministre des Enseignements secondaires a visité la région de l'Ouest. C'était le 16 septembre dernier. Au passage, elle a mis la communauté éducative en garde. Pour elle, plus d'admission aux examens officiels avec une note inférieure à 10 sur 20. À votre avis, vous êtes parent, vous êtes membre de cette communauté éducative. Quels sont les effets sur l'année scolaire en cours, parce que c'est quand même des décisions assez lourdes? Les faits sur une dizaine d'années nous ont habitués à des réussites après délibération sur 8,50. Le monde universitaire est plutôt ahuri de ce qui se passe après pour les licences, les masters et même les doctorats. Ceci que les aînés que vous êtes souvent surpris, ou que nous qui sommes parfois en cabinet, de voir quelqu'un qui a un master, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas s'exprimer. Alors si on peut faire un tamis, comme ça a été par le passé, on se souvient des époques d'un certain Dame Joya, qui effectivement ne faisait passer que les meilleurs. Il n'y a pas une compétition véritable à dire qu'on va passer absolument en classe supérieure alors qu'on n'a pas maîtrisé les bases et les compétences, du moins les objectifs pédagogiques prescrits dans une salle de classe. Donc la mesure de Madame le ministre en ce qui concerne le passage en classe supérieure, ou même du moins dans les examens officiels, elle est à saluer parce que elle vient assainir, on pourrait dire ainsi, pour que ceux qui ont le minimum requis puissent effectivement avoir droit au parchemin. Donc, pour le Front des démocrates camerounais, c'est une mesure à saluer. On pourrait même dire que pour le baccalauréat, il fallait prendre la mesure à 12 sur 20. Mais on redoute beaucoup le retour à cette époque. Est-ce qu'on peut penser qu'on peut revenir à cette phase-là de notre vie scolaire? Il ne faut pas redouter cette époque-là. Il faut même s'en inspirer.
Il faut s'en inspirer parce que nous sommes dans un monde postmoderne qui consacre l'appauvrissement de la pensée, l'appauvrissement des sciences et la désinhibition au profit des cultures populaires, cultures de masse. Bon, ça se traduit, ça se propage à travers les réseaux sociaux. Face à une situation comme celle-là, l'école peut être une digue, l'école peut être une rampe de lancement pour pouvoir maintenir un degré de savoir acceptable dans la société. Donc, cette mesure ministérielle, à mon avis, elle est à saluer, comme l'a dit mon copanéliste tout à l'heure, mais il faut qu'elle s'inscrive dans un plan beaucoup plus grand qui remet l'école au centre de la cité. Au-delà de ce que mes copanélistes ont dit, c'est des mesures à saluer, déjà. C'est également, j'allais dire qu'il ne suffit pas d'admettre les élèves avec 8, 9, 10, parce que là, on vise la quantité. C'est comme dans le fichier électoral, c'est la qualité. Il faut avoir la qualité d'abord. C'est la première chose, la qualité, c'est qu'on vise. Donc, cette mesure-là, elle est importante. Il faut qu'elle soit suivie, n'est-ce pas, des faits. Maintenant, vous l'avez dit, vous m'avez posé la question. La responsabilité, première, c'est celle des parents. Avant que l'administration des écoles prenne le relais, il y a les parents qui sont là derrière. Les parents sont les premiers responsables, c'est leurs enfants. Moi, je pense que le ministre des enseignements secondaires, ou bien les ministres qui s'occupent, le gouvernement qui s'occupe des enfants au niveau des écoles, font ce qu'ils peuvent faire jusqu'ici, mais la responsabilité première est celle des parents. Si les mesures fortes ne sont pas prises au niveau des parents, au niveau des enseignants qui encadrent ces enfants-là, les conséquences vont être extrêmement dramatiques. Alors, dans l'instauration de ce qu'on peut qualifier d'intégrité du système éducatif, l'étudiant, c'est un journal bilingue d'information sur l'éducation et la jeunesse, écrit dans sa une du jeudi 19 septembre que Pauline Narova-Lyonga dénonce également la couverture des enseignants absents et annonce donc des mesures strictes vis-à-vis de cette catégorie de travailleurs. Ça aussi, nous avons parlé des élèves, nous avons parlé des parents. Est-ce que cette mesure-là, ce qui est annoncé, peut nous permettre de penser que dans les jours qui viennent, on va trouver une solution? Ce sera difficile, M. Ali Kambele, extrêmement difficile. Nous sommes dans un environnement où, au-delà des textes, des mesures gouvernementales prises, il y a une réalité. Et l'autre réalité, souvent, on s'est interrogé dans des tribunes où comment est-ce qu'on pouvait accepter que sur la télévision nationale, il y ait des spots à des heures de prime time pour encourager l'immigration. Avec des acteurs bien identifiés qui communiquent sur les antennes, pas seulement sur les antennes de la télé, sur les grosses plaques publicitaires. C'est comme si on incitait les gens à partir en les convainquant que ici c'est l'enfer. Ils vivent l'enfer au niveau de leur salaire, ils vivent l'enfer au niveau de leurs avancements, ils vivent un certain nombre de choses. Ce sont des humains, les Camerounais. Alors si on leur propose avec des garanties sociales, des garanties financières, que grâce à votre métier, vous pouvez vous en sortir ici, ce sera difficile de les arrêter. Vous pouvez bloquer tout le pays. Il y a toujours des passerelles à travers les pays de la sous-région où ils pourraient se retrouver au Canada. Donc, c'est un appel que les pouvoirs publics doivent prendre au sérieux pour revaloriser la situation du personnel enseignant dans notre pays, parce que dans d'autres pays, ce sont des entités qui sont les plus respectées. Et lorsque nous qui tenons de temps en temps la craie, on voit le traitement qu'on nous réserve, on peut comprendre ceux qui sont peut-être un peu plus fragiles. Mais le problème de Madame le ministre, c'est que les responsables des établissements couvrent ces enseignants qui sont absents et on continue à verser des salaires, ce qui n'est pas Le objectif. problème n'est pas simplement lié aux enseignants ou aux absentéistes ou aux responsables d'établissement. Le problème, il est d'abord social, il est humain, c'est un problème de ressources. C'est-à-dire que, quel que soit ce que les responsables d'établissement pourraient faire, il sera difficile pour eux, avec les mesures actuelles, si quelqu'un arrive à mobiliser les moyens pour que vous l'empêchiez de partir. Ce sera difficile. Est-ce qu'on pourra limiter cette sortie, cette ruée des enseignants? Il faut une concertation des départements ministériels.
le ministère des Finances qui a procédé à l'assainissement du fichier solde de l'État doit peut-être revenir à la charge ou le faire de manière plus permanente. Mais comme disait mon frère tout à l'heure, on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas les migrations. La vérité, c'est que nous n'avons pas une stratégie vraiment globale pensée face à ce problème crucial qu'est la migration. C'est quand même curieux de voir qu'un pays se contente comme ça de se faire harakiri, parce que c'est ça, de laisser partir ces populations qui sont une force de production et surtout de laisser partir ces populations, l'expertise et des gens qu'on a formés, que l'État a pris du temps de former. Donc on se plaît à les voir partir, on encourage même ces départs, peut-être parce qu'on est incapable de donner une réponse. Ça fait partie des libertés fondamentales, on est libre de partir, d'aller chercher le bonheur là où on veut. Est-ce qu'on est obligé ? Sauf que dans le cas présent, et il a dit, c'est un désespoir de cause. Je veux dire, l'enseignant reste très mal payé au Cameroun, comparativement. On voit que cette saignée est observée particulièrement chez les enseignants. Donc, il faut une réponse globale pour que la migration est toujours profitable à un pays quand on sait la capitaliser. Selon le journal Hot News, face à la crise humanitaire qui sévit dans la région de l'extrême nord, particulièrement dans le département du Mayo-Danaï, le chef de l'État a octroyé une aide d'urgence de 1,6 milliard de francs CFA destinée aux personnes frappées par les violentes inondations qui ont fait 11 morts, détruit des infrastructures, notamment le principal pont reliant plusieurs quartiers de la ville qui s'est effondré le 12 septembre 2024. Nous allons écouter le ministre de l'administration territoriale sur cette actualité. Il y a le déblocage de cette somme de 350 millions de francs. Et nous avons environ 950 familles impactées, dont environ 4350 personnes qui peuvent être considérées comme des déplacés, mais qui sont recasées. Ces personnes sont sur des sites provisoires. Quand nous allons nous rendre sur le terrain, nous allons évaluer la situation et le chef de l'État tient à connaître ce qui se passe. Le bilan de l'opération du fichier électoral a été annoncé lors de la conférence de presse du 3 septembre dernier à Yaoundé. Elections Cameroun recense 755 085 nouveaux enrôlés, soit 443 270 hommes, 311 815 femmes, 489 869 jeunes, 654 personnes vivant avec un handicap et 8 830 citoyens camerounais établis à l'étranger. C'est beaucoup de chiffres à retenir. Au 3 septembre dernier, le fichier électoral national non toiletté comptait au total 8 116 960 électeurs inscrits. Alors on peut se poser la question, et je vous la pose déjà, est-ce suffisant lorsqu'on tient compte de l'engouement, de l'enthousiasme, de la prise de conscience qu'aurait suscité l'opération de révision des listes électorales? Est-ce qu'on a ces chiffres-là, ça vous convainc? On a avancé? Nous avions un objectif de 650 000 électeurs inscrits pour cette année 2024. Nous avons obtenu, comme vous l'avez dit, 755 085, donc soit 116%. Donc, sur ce plan, les objectifs ont été largement atteints. Alors, je voudrais dire que déjà, c'est très bon, c'est très élevé, le nombre de Camerounais qui sont inscrits. Et la qualité des informations, c'est ça le fichier électoral. La fiabilité du fichier électoral, c'est la qualité des informations qui se trouvent. Si nous mettons n'importe quelle information, c'est-à-dire il y a le doublon, le triple, le quadruple dans le fichier électoral, vous aurez un fichier électoral, j'allais dire même de 15 millions d'électeurs. C'est quel type de fichier? Le fichier ne sera pas fiable. Nous faisons un travail scientifique et nous le faisons ensemble avec tous les partis politiques. Notre fichier est un fichier crédible, il est fiable. Mais derrière les inscriptions, parce qu'il s'agit de révision de la liste électorale, ça veut dire que nous avions une base de données, une ancienne base de données, où nous venons greffer les nouveaux 756 000 électeurs, mais il y a une batterie d'opérations qui suivent. C'est-à-dire, il y a les corrections qu'il faut faire, il y a les déplacés, il faut pouvoir les déplacer, et il y a également les radiations qu'il faut faire. Tenez, pour 2024 seulement, nous avons reçu 62 911 fiches, dont 483 demandes de correction, 33 656 de changement de résidence et 28 390 de radiation. Donc voilà un peu les opérations
des révisions concernent l'inscription des nouveaux électeurs. Vous l'avez donné le chiffre, 755 085. La radiation de ceux décédés, ou alors ceux qui ont perdu le droit de vote, les corrections et le changement de résidence, parce que les électeurs bougent beaucoup, ils se déplacent à l'intérieur du Cameroun, à l'intérieur d'une commune, à l'intérieur d'un département, ou à l'intérieur d'une région au Cameroun, ou de la diaspora vers le territoire national. Donc, il y a cet ensemble d'opérations que nous faisons pendant les révisions. Nous le faisons à travers les commissions mixtes d'inscription sur les électorales. Donc, les acteurs sont là, les partis politiques, sont également acteurs de ces commissions-là. Nous en avons 360 sur le pays. Il y a l'administration qui nous accompagne également dans ces commissions. Et il y a le maire. Un adjoint au maire et un conseiller municipal désigné par le maire. Donc, c'est une commission mixte. Donc, c'est un travail d'ensemble que nous faisons avec tous les acteurs du processus électoral au niveau de la révision des listes électorales. Donc, nous pensons pour nous que le chiffre est très bien. Nous avons 8 116 000, même si après le toilettage, on sera au moins à 8 millions. Ça, c'est une évidence. En tant que journaliste, je crois que ce chiffre reste médiocre, à mon humble avis. Si on part sur des données statistiques, même si ce sont des projections que nous pouvons atteindre 30 millions au Cameroun aujourd'hui, je veux dire, la masse critique vraiment d'impact citoyen, de participation citoyenne devait être dans les 10 millions. Si on tient aussi compte de l'âge électeur qui est de 20 ans, je crois, au Cameroun actuellement. Donc on est encore loin des 10 millions et avec le toilettage qui va se faire, il est probable qu'on redescende encore à 7 millions. Il a parlé tout à l'heure de fiabilité. Bon, on attend de voir quand les toilettages seront terminés. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous parlez de l'engouement observé. Il faut dire qu'il y a eu il y a un ras-le-bol au Cameroun. Il y a un ras-le-bol. Le pays est extrêmement mal géré. Ça, c'est l'avis pratiquement des gens. Le pays est mal géré pour plusieurs raisons, à plusieurs niveaux. Donc, les gens se disent qu'en changeant les dirigeants, en donnant d'achat, en participant, cette fois-ci de manière décisive à l'expression du suffrage universel, il y a une chance de voir les choses bouger. Bon, disons que en tant qu'acteur participant au processus électoral, c'est pas simplement militant de foi ou alors même simple citoyen qui espère voir que on est parti des chiffres de 7 millions depuis 1992 pratiquement et qu'on est toujours en train de tourner en 2024 autour de ces mêmes 7 millions. Il y a quand même des questions légitimes en tant que citoyen à se poser que finalement les Camerounais qui sont grincheux, qui se plaignent, il suffit d'ouvrir le feed d'un réseau social qu'on voit des gens qui se plaignent, qui promettent qu'il faut changer. On est encore étonné que, toujours en tant qu'acteur du processus électoral, qu'on constate que les agents de ce processus électoral, supposés être neutres, ne se comportent pas, n'ont pas une attitude comportementale de neutralité lors des opérations des opérations électorales sur le terrain. J'en parle parce que j'en ai été victime, j'en ai été témoin oculaire, j'entendais souvent, mais j'ai vu que l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire ce que monsieur le directeur général adjoint a énoncé tantôt, c'est-à-dire les partis politiques, les acteurs de l'ECAM, mais aussi les acteurs même de l'administration, préfet, sous-préfet et consorts, semblent être dans une disposition où ils ne servent ni l'ECAM ni les institutions, mais une personnalité qui doit absolument par tous les moyens, par tous les subterfuges, être reconduite, quitte à maintenir le fichier électoral dans ces 7 millions. C'est un sentiment qu'on a. C'est la position du FDC. C'est également une position partagée par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et le DG va nous expliquer. On accuse l'ECAM de vouloir plafonner le fichier électoral entre 7 et 8 millions. Déjà, je voudrais, avant de revenir à votre question, dire ce qui, selon nous, justifie l'enthousiasme qu'on a observé. Ce qui justifie l'enthousiasme, c'est deux choses. Il y a le réveil tardif des partis politiques, parce que depuis 2012, il y a quelques partis politiques seulement qui étaient actifs avec nous sur le terrain. Et ces partis politiques ne parlent pas beaucoup. Au regard de l'organisation des élections depuis 2018.
Il y a cette confiance. Les Camerounais ont compris que nous sommes véritablement un organe indépendant et nous faisons notre travail en toute indépendance. Encore une fois, les inscriptions se passent dans les commissions de révision, où tous les acteurs sont impliqués, notamment les partis politiques. Nous en avons plus de 400. Et dans ces commissions-là, chaque acteur a une mission. C'est vrai que la commission travaille ensemble, la commission travaille ensemble, mais chaque acteur a une mission. Je voudrais revenir sur la mission du sous-préfet, qui envoie son représentant dans la commission. Et son représentant est membre, c'est lui qui préside cette commission. Nous sommes entièrement responsables de cette commission. Parce que vous savez, les commissions d'inscription, il y a un déploiement sur le terrain. Il y a les questions de sécurité. Et le sous-préfet responsable en chef du maintien de l'ordre et la sécurité dans son unité, donc dans la commune. Il faut bien que le représentant du sous-préfet travaille pour la sécurité de la commission qui va descendre sur le terrain. Monsieur le directeur général, sur quelle base l'ECAM s'est fixé pour objectif d'inscrire 650 et pas plus? D'accord. Sur quelle base nous fixons? Sur la base des inscriptions que nous faisons chaque année. Parce que les inscriptions sont du 1er janvier au 31 août. Nous observons des tendances. Le nombre de la population camerounaise, selon la Banque mondiale, c'est 25 millions. 25 millions, dont la moitié est jeune. Dont la moitié n'a pas 20 ans. Or, la condition d'inscription au-delà de la nationalité, il y a ces conditions d'âge également. Donc, ce n'est pas tous les citoyens camerounais qui sont des électeurs. C'est les mêmes critiques qui vont nous être faites si nous inscrivons les gens. Si dans le fichier on trouve les décédés, si dans le fichier on trouve les doublons, les triplons, alors à ce moment-là, le mécanisme va tirer sur nous à boulet rouge. Donc, finalement, nous travaillons par rapport aux citoyens. Il faut que les citoyens qui remplissent les conditions soient inscrits. Mais nous pensons que les choses évoluent positivement. En 92, c'était moins de 4 millions, 5 millions. En 2018, on était à 6 millions. En 2024, nous sommes déjà à 8 millions. Et je vais vous dire, après le toilettage, on ne peut pas revenir à 7 millions. On sera au moins... On connaît les tendances chaque année quand on fait le toilettage. On sera au moins à 8 millions. On a toujours tendance à penser que l'ECAM ne fait pas son boulot. On a encore suivi cela en écoutant le dernier point de presse donné par le patron du MRC. Monsieur Yondi, est-ce qu'on pourrait s'éloigner de cette suspicion? Monsieur Kane a dit tout à l'heure qu'au sein des commissions, ça se passe quand même bien. On voit les partis qui travaillent, l'ECAM travaille, mais on a toujours ce regard, ma foi, biaisé. Oui, il a évoqué une tare congénitale, on peut l'appeler ainsi. Hein. C'est-à-dire que l'ECAM est né, voilà, on a désigné en majorité des membres d'un parti politique, du RDPC pour le nommer, qui ont par la suite démissionné pour certains du parti, ou qui nous ont dit qu'ils ont démissionné. Déjà, cette suspicion est là. C'est-à-dire le fait qu'on ait nommé des membres de base. Maintenant, il y avait ce défi-là. Moi, je crois que l'ECAM avait deux défis vraiment centraux au commencement. C'était ça, le défi de l'impartialité et le défi des inscriptions sur les listes électorales. Sur l'impartialité, ils ont fait des efforts pour montrer quand même qu'ils veulent mener leur opération de manière neutre, mais il reste qu'ils apparaissent encore comme un organe qui prend ses ordres de quelque part. Donc, on a vu lors de la dernière rencontre avec le ministre de l'administration territoriale, on a vu un ministre s'exprimer comme s'il donnait des directives à l'ECAM, alors qu'il n'en a pas le pouvoir. Il n'en a simplement pas le pouvoir. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, la suspicion naît aussi du fait que sur le terrain, en tant que journaliste, on a pu le constater, les partis politiques ont éprouvé beaucoup de peine à inscrire. Malgré ce regain d'enthousiasme et de volonté, il manquait des kits à un moment pour inscrire des gens. Le directeur de l'ECAM nous a fait savoir qu'à un moment que des kits étaient au port. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir de la peine à dédouaner un matériel aussi crucial qui concourt à l'expression du suffrage universel et qu'on est souvent prompt à dédouaner de la quincaillerie de luxe? Je ne sais pas trop qu'est-ce qui devrait passer en premier. Donc, il y avait ce problème-là. Il y avait aussi le problème des horaires. Des gens voulaient s'inscrire et apparemment... Le samedi, le dimanche. Voilà. Et l'ECAM n'était pas très flexible sur les horaires. Je crois qu'ils sont encore formatés comme des fonctionnaires qui doivent travailler avec des limites. Et puis, à la diaspora aussi.
Oui, bon, permettez déjà, monsieur les gars, que je revienne sur l'origine et le système électoral camerounais tel qu'il est bâti. Nous avons les commissions mixtes. Ce n'est pas au niveau seulement des inscriptions de la constitution de l'électorat. À tous les niveaux, M. Kani, je vous prends un témoin, à tous les niveaux, c'est les commissions mixtes. Nous travaillons ensemble avec les partis politiques. À la distribution des cartes d'électeurs, c'est une commission mixte, dont les partis politiques sont membres à part entière, donc acteurs et comptables. À la commission locale de vote, c'est la même chose, le jour du scrutin, c'est une commission mixte. À la commission départementale de supervision, c'est ça des élections nationales, c'est une commission mixte, cette fois-ci présidée par un magistrat où elle est quand même membre et l'administration est membre et les partis politiques ayant pris part au scrutin sont membres. À ce niveau également, le travail s'est fait ensemble. Donc vous êtes acteurs témoins et donc comptables de ce qui se passe. Au niveau de la Commission nationale de recensement général de vote, également c'est une commission mixte ou présidée par un membre du Conseil constitutionnel où les partis politiques sont membres, ceux ayant pris part au scrutin, où l'administration est membre et elle est également membre. Alors je vais vous dire, et ce n'est pas une révélation, vous êtes supposé le savoir. Même le Conseil électoral de l'élection Cameroun, qui est l'organe fêtière du Conseil de l'élection Cameroun, est un organe mixte. Parce qu'on ne le sait pas, on ne le dit pas assez. Parmi les 18 membres du Conseil électoral, il y a ceux qui sont issus des partis politiques, ceux qui sont issus des partis politiques, ceux qui sont issus de la société civile, ceux qui sont issus de l'administration. Donc, également à ce niveau, c'est une commission mixte de travail. Le Conseil électoral organise des rencontres avec les partis politiques, souvent une accord bilatérale, avec les médias soit bilatérale avec les médias, avec l'administration, avec la société civile. Il y a des concertations au niveau national et au niveau local. Aujourd'hui, c'est décentralisé jusqu'au niveau local. Pour que les uns et les autres s'accordent sur la politique de mise en œuvre du processus électoral au Cameroun. Parce que tout le monde au Cameroun a appartenu à un parti politique. Ça, c'est une évidence. Non, moi pas. Hein? Moi, jamais. Vous êtes de la société civile, donc vous associez. Non, mais je ne vais pas appartenir à un parti. Mais vous êtes de la société civile. De toutes les façons, nous travaillons avec tout le monde. Nous, on était étonnés que les Cam nous disent qu'ils ont des problèmes de kit. Vraiment. Que ce soit le directeur lui-même qui le dise. Non, le directeur général n'a pas parlé de problème de kit sur le terrain. Le problème de kit, c'est un problème réel. C'est des machines. C'est des machines extrêmement sensibles, très délicates. Vous qui travaillez sur le terrain avec les agents inscripteurs, vous voyez comment c'est des machines très délicates. Un kit, permettez, monsieur Alléga, un kit d'inscription contient un laptop, un scanner, une caméra, des batteries et plein de choses. Donc c'est assez sensible. Nous sommes conscients de ça. C'est pour ça qu'il y a une maintenance de proximité. Il faut les mettre. Vous pouvez acheter un kit aujourd'hui, il est bien performant. Dans 2 jours, le déplacement, qui se déplace, les intempéries, les mauvaises routes font que l'équipe peut tomber en à tout moment. Il peut planter. Le directeur général a dit plus tôt que nous avons acquis une nouvelle imprimante, la personnelle, pour l'impression des cartes électorales. C'est de ça qu'il parlait effectivement. Flexibilité sur les oreilles. Les inscriptions du 1er janvier au 31 août. Effectivement, c'est une question importante qu'il pose. Parce que le directeur général je crois que c'est un parti politique qui en a l'habitude, qui estime que à Douala, elle est quand même refusée ou le directeur général a demandé qu'on n'inscrive pas les dimanches. Nous avons 362 commissions d'inscription. À chaque commission de faire son plan de travail. Il y a des commissions qui inscrivent effectivement les dimanches, même au-delà des heures. Parce que les partis politiques sont membres. Vous vous accordez, l'administration est là. Il y a des questions de sécurité. La sécurité de ces hommes-là qui descendent sur le terrain pour inscrire, la sécurité du matériel qu'il faut prévoir. Quand on vous dit que faites attention, au-delà d'une certaine faites attention dans ces secteurs-là, c'est dangereux pour vous. Il faut que la commission prenne, n'est-ce pas, alors, les mesures pour ça. Et les dimanches, nous avons quand même de lundi jusqu'à samedi. Mais il faut quand même que les gens se reposent un peu. Mais il y a eu cette vidéo dans les réseaux sociaux, c'était viral, je crois, dans le département du Noun, où il y a eu un excès de zèle d'un agent qui allait inscrire. Est-ce que ce genre d'écart, on peut les éviter à l'avenir? Parce qu'en janvier, on doit recommencer. Parce que parfois, c'est des choses qui ternissent l'image de l'ECAM. Évidemment. Est-ce que c'était voulu? C'était le fait d'un individu? Vous savez, l'élection Cameroun, vous parlez de 18 membres, responsables de l'élection Cameroun. Le directeur général et le directeur général adjoint, ça fait 20. Nous avons plus de 2800, presque 3000 personnels sur le terrain. C'est de tout venant. Hein. Ça vient des partis politiques, ça vient de partout. Donc, il y a des dérapages.
que nous corrigeons et que nous sanctionnons. Le cas de nous, effectivement, c'était un dérapage. L'antenne communale je crois, c'était Magua. Voilà. Il ne s'est pas concerté avec les autres membres. Il a décidé d'aller inscrire dans un domicile privé. Ça a fait le problème que ça a fait. Donc, et les dérapages comme ça, on les sanctionne. C'est assez marginal, hein, ce genre de comportement, là, il faut le dire également. Voilà. Olivier Mbélé, journaliste, directeur de publication. Son journal, c'est Le Courrier, nous a rejoint. Toutes nos excuses pour son arrivée un peu après le temps. Alors, nous parlons de l'opération de révision des listes électorales. Et avec vous, nous entrons dans la phase qui concerne l'inscription des Camerounais vivant ou établis à l'étranger. Ça aussi, on en a beaucoup parlé dans votre journal. J'imagine que vous avez eu à traiter de ces sujets-là. Satisfait par ce qui a été fait, parce qu'il y a le MRC qui estime qu'il y a plus de 6 millions de Camerounais vivant à l'étranger et que dans les chiffres, je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, seulement 19 000 ont été enrôlés. Est-ce que comment vous avez apprécié cette opération-là pour les Camerounais vivant à l'étranger? Vous savez, les acteurs politiques de l'opposition, notamment le MRC, vont toujours contester ces opérations de mobilisation, d'enrôlement des électeurs, celles des électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. Mais vous savez, il y a un problème avec les compatriotes qui sont installés dans diverses diasporas, c'est que la plupart ont déjà acquis d'autres nationalités, et ce qui les disqualifie de fait de ne plus prétendre à avoir le droit de vote pour ce qui concerne les opérations électorales au Cameroun. Donc, il y a ce problème. C'est vrai que la plupart, et même plusieurs acteurs politiques militent pour l'instauration de la double nationalité au Cameroun. Peut-être que cela va arriver, mais pour le moment, cette disposition-là n'est pas inscrite dans notre Constitution. Donc, bien que les opérations, le travail de l'ECAM soit diversement interprété, il faut tout de même féliciter cette institution en charge de la préparation et de l'organisation matérielle des élections, au regard du travail qui est abattu chaque année à la chose politique. Maintenant, il faut peut-être espérer encore un flux majeur de ceux des compatriotes qui sont à l'extérieur, mais il y a toujours cette réticence à ne pas vouloir s'inscrire parce que d'aucuns partent avec des préjugés. Ils se disent que leur voix ne va peut-être pas compter, mais d'autres personnes ne pourront pas décider à votre place. Donc, un citoyen doit pouvoir être détenteur d'une carte électorale pour pouvoir décider de l'avenir de son pays. Donc, on ne va pas rester sur des archétypes qui sont totalement spécieux et pour contester peut-être le travail qui est fait, parce que nous sommes partis quand même de très loin lorsqu'on regarde ce qui est fait aujourd'hui au NEL 1, au NEL 2, jusqu'à ELECAM aujourd'hui. Il est vrai, il y a des choses qu'il faut améliorer dans le travail de cette institution en charge des élections au Cameroun, mais tout est perfectible. Mais je dis encore une fois, pour ce qui concerne l'enrôlement des compatriotes qui sont dans la diaspora, il y aura toujours cette difficulté à susciter, n'est-ce pas, un grand intérêt à cette opération, parce que la plupart ne sont plus des Camerounais dans le sens de la citoyenneté. Oui, c'est embêtant un peu, c'est embêtant ce type de discours de monsieur le directeur de publication. Vous savez, en tant qu'homme politique, on aimerait vivre dans le genre de pays où on dit là où se trouve un Camerounais, nous avons la responsabilité de prendre soin de lui. Nos institutions doivent tout faire pour que les Camerounais qui partent avec l'idée qu'ils vont représenter le Cameroun quelque part et qu'ils peuvent servir le Cameroun où ils sont. Et qu'en tant que Camerounais, ils puissent bénéficier de toutes les prérogatives et de toute la puissance publique de l'entité Cameroun là où ils sont. Ça, c'est l'idéal. Et cet idéal semble être inscrit dans certains pays que nous admirons tous. Alors, on ne comprend pas très bien que, et vous l'avez évoqué dans le sujet d'entrée ici, c'est que des Camerounais partent. Il y a une immigration qui est du fait des conditions de vie au Cameroun. Ces conditions de vie elles-mêmes auréolées par un paravent politique qui les ostracise et ils se sentent plus ou moins pas à leur place pour pouvoir se déployer dans leur propre vie. Alors, à partir de l'instant où ELECAM, qui est l'acteur technique, sort
une disposition qui dit que pour bénéficier de l'inscription, quand vous êtes dans la diaspora, sortez-nous votre carte de séjour. Ça voudrait dire que quand un Camerounais a un problème, où ça peut justifier. Mais c'est la loi aussi. Hein. Oui, certes, c'est la loi. Il faut aller au-delà certes, de la loi. C'est la loi. Écoutez, c'est la loi. Il y a des lois qui ne nous arrangent pas. Ou alors, il y a des lois qui nous arrangent. Tant qu'on ne l'a pas modifié. Non, il y a des lois qui nous arrangent quand on est au pouvoir. Pourquoi la loi de 1972 jusqu'en 2024 ne bouge pas alors qu'elle avait été instituée dans un contexte bien précis? Qu'est-ce qui explique qu'elle ne bouge pas? Qu'est-ce qui explique cela? Peut-être qu'il faut attendre qu'on revoie le code électoral, mais pour le moment... C'est embêtant de dire qu'il y a 6 millions. Et ces 6 millions, dites-vous bien, ce n'est pas des va-nu-pieds. Nous avons des statistiques en Allemagne, en France, d'une population de médecins, d'enseignants, de techniciens de haut vol, qui voudraient venir construire aussi le Cameroun. Moi, je ne compte plus ceux qui ont eu des bourses, qui sont allés caler là-bas, et qui ne veulent pas nous accompagner. Mais il y a ceux qui sont partis, qui ont des métiers qui sont valorisés. Tout le ministère de la communication de l'Allemagne est constitué de plus de 3000 ingénieurs camerounais. Alors vous allez nous dire que seulement en Allemagne, pour les cas de médecins, qui sont en France, on parle de 3000, de 4000, etc., qu'il n'y a que 6000 qui ont pu s'inscrire. C'est un problème et ça gêne, c'est embêtant pour le Camerounais qui observe ses responsables politiques expliquer ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Moi j'ai résidé pendant 10 ans en Angleterre, c'est-à-dire hors du Cameroun, et j'ai fait face à ce problème-là d'inscription. Je suis très gêné que sur la CRTV, qui est la vitrine du Cameroun, on tienne des propos visant à exclure certains Camerounais simplement parce qu'ils sont de la diaspora. La loi ne les a pas exclus. Non, la loi, c'est lui qui tout à l'heure dit... de l'amalgame, M. Ondinka. Non, c'est lui qui tout à l'heure dit que ceux-là sont d'office... C'est un fait. Non, voilà. Ce que je voudrais dire, d'une chose, parmi ces Camerounais de la diaspora, il y en a beaucoup qui n'ont pas pris de nationalité étrangère. Il y en a un bon nombre. Il y en a qui ont pris ces nationalités par défaut, juste parce qu'ils voulaient, à un moment, bénéficier de certaines facilités. Il y a déjà que, clairement, notre pays, le gouvernement a mal à sa diaspora. Le gouvernement, quelque part, a même peur de ces diasporas-là. En réalité, le fond de l'affaire... Avec raison, hein. Le fond... Yondi, on se rappelle de ce qui s'est passé à Genève, à Paris... Non, c'était marginal. Il faut pas prendre ça pour caricaturer l'ensemble de la diaspora. D'accord. Monsieur Ekane le disait tout à l'heure, il y en a là beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont qualifiées, hautement qualifiées, et je veux dire, c'est même un crève-cœur. Qui font pas beaucoup de bruit. Oui, qui font pas beaucoup de bruit et qui veulent participer activement au développement du Cameroun. Les exclure de manière aussi brutale, pour moi, peut les conforter dans une certaine radicalisation. Il y a ça. Maintenant, moi je crois qu'à un moment, il faut aussi s'interroger. Est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui s'inscrivent ici au Cameroun n'ont pas une double nationalité? Les lois sont mauvaises. Le législateur a mis sur pied des dispositions pertinentes qui sont utilisées jusqu'à présent concernant le code électoral. On est contraint de l'utiliser. Lorsque certains se disent frustrés, exclus, c'est d'eux-mêmes. Vous savez, si vous voulez participer à la chose politique concernant votre pays, vous devez savoir qu'il y a des préalables qu'il faut prendre en compte. Je prends souvent l'exemple de Manu Dibango qui a fait plus de 60 ans en France. Il a conservé son passeport ordinaire de couleur verte. Il était fier de le présenter. Mais plusieurs vous dites que par des contraintes économiques ou académiques, prennent d'autres nationalités. C'est pas la faute c'est la faute à personne, c'est la faute à eux-mêmes. Donc si vous décidez de changer de nationalité et puis le Cameroun ne reconnaît pas encore la double nationalité, vous êtes exclu du processus électoral. Donc d'autres nationalités au Cameroun et qui ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Ne faisons pas d'amalgame, c'est un fait. Lorsque par exemple on demande la carte de séjour à un compatriote qui est installé dans divers pays de l'espace Schengen, c'est tout à fait normal. Donc, cette disposition est réglementaire. Alors, si on ne tient pas compte de cette disposition, il y a certains qui se retrouvent à Paris, qui se retrouvent en Espagne. Bon, on saura que vous êtes où? Vous êtes localisé où? Donc, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame. Déjà, permettez que je revienne sur les chiffres. La diaspora camerounaise aujourd'hui, avant le toilettage, nous avons un fichier de 27 000, je dis bien 27 767, et non 18 000 ou 19 000 que certains acteurs annoncent. Je ne sais pas là où ils prennent leurs chiffres. Je dis bien 27 000. Pour l'année 2024, nous avons inscrit 8 830
citoyens camerounais dans la diaspora. Alors, à la diaspora également, il y a des opérations, il n'y a pas que les inscriptions. À la diaspora camerounaise, nous avons reçu 451 fiches que nous avons collectées à la diaspora camerounaise. Nous avons collecté 483 demandes de correction, 33 655 de changement de résidence. Il faut le dire, à la diaspora, le changement de résidence n'est pas comme au Cameroun. Vous partez là où vous revenez au Cameroun. C'est là qu'on appelle changement de résidence. Ça influence le fichier de la diaspora. Nous avons reçu également 113 radiations pour l'année 2024 seulement. Donc, il y a un mouvement dans la diaspora, effectivement. Et les gens se plaignent du protocole, du document que le directeur général a sorti par rapport à l'inscription des Camerounais basés à la diaspora. Ce n'était pas dans l'intention d'exclure qui que ce soit. C'est pour veiller à l'application de la loi. Pourquoi ce document, le cadre de séjour? Parce que le directeur général a dit qu'il fallait votre carte consulaire, votre passeport et votre carte de résident ou carte de séjour. Alors, pourquoi ce document? Parce que justement, vous l'avez relevé vous-même, il y a beaucoup de binationaux. La nationalité camerounaise exclusive est la condition première pour inscrire un citoyen sur le liste électorale. Il faut une nationalité camerounaise. Nous ne pouvons pas inscrire un étranger. Si vous avez une nationalité étrangère, vous n'êtes plus camerounais, vous ne remplissez plus les conditions. Attendez, Jean. Non, je ne vous excuse pas, laissez-moi parler. Quand vous parlez, je vais vous demander des excuses. Non, parce qu'il faut expliquer aux Camerounais comment ça se passe. Donc, voilà pour moi. Et vous l'avez relevé, je crois que c'est M. Olivier qui l'a relevé. Le problème de la double nationalité. Oui, effectivement. Les gens revendiquent cette double nationalité. Mais avec les attitudes que nous voyons là-bas, nous voyons à la télé. Qu'on va mettre l'ambassade à sac, qu'on va crier sur les officiels, chercher à humilier. Vous avez parlé de l'image du Cameroun. C'est vous qui avez parlé de l'image du Cameroun. Vous êtes la vitrine du Cameroun là-bas. Quand vos officiels arrivent, vous vous comportez comme ça. Hein? Et vous pensez qu'ils seront encouragés à aller vers la double nationalité alors que vous-même, vous avez déjà la double nationalité. Non, ils ne sont pas représentatifs de la diaspora. Je suis en train de venir. Laissez-moi parler, monsieur. Ne vous fâchez pas. Il y a une diaspora beaucoup plus importante que ce que vous voyez là. Absolument. Je crois que même... Non. Je suis en train de venir. On va parler de 6 millions, mais ce n'est pas 6 millions qui sont électeurs d'abord. Mais je suis en train de dire qu'il faut qu'on fasse un bon diagnostic. Quel est le problème? Parce que vous parlez quand on va donner la double nationalité. Si on insulte la double nationalité au Cameroun et qu'on prenne ça encore dans la diaspora, on va avoir beaucoup d'inscrits. Quel est le problème? Moi, je vais vous dire, en tant qu'acteur du terrain, quel est le problème? Au Cameroun, nous avons des milliers de points d'inscription. J'ai dit des milliers. Parce que dans les 300 commissions, marchent partout sur le territoire national pour inscrire les Camerounais. À la diaspora, selon la loi, et c'est à l'élection du président de la République où la circonscription est unique, c'est dans les missions diplomatiques et les postes consulaires. C'est à l'intérieur de ces missions-là qu'on fait les inscriptions. Les Camerounais sont partout. Il y a des missions diplomatiques qui couvrent plusieurs pays. Il y a des pays continents, comme les États-Unis, l'Inde et la Chine, où vous devez faire 6-7 heures de vol pour venir vous inscrire. Moscou également. Vous voyez? Donc, il faut adresser le problème. Là où, c'est ça le problème. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas l'application de la double nationalité. Le problème, il faut qu'on l'adresse, voir comment régler ce problème. Ensemble avec les partis politiques, les acteurs de la société civile et l'administration. Parce que c'est un problème. Vous vous déplacez, vous faites 6 heures de vol pour venir vous inscrire à vos frais. Pourquoi ne pas décentraliser, aller vers les citoyens camerounais? Et là, il faut que cela soit institué dans la loi. Et vous dire comment ça va se faire. Parce que, monsieur Allega, je rappelle toujours que nous sommes dans un milieu de controverse. Les partis politiques que vous voyez là, vous faites ceci, ils disent, oh, ils critiquent. Dès qu'on dit, c'est maintenant comme ça qu'on va faire, les mêmes vont venir faire les mêmes critiques, plus acerbes même. Donc, c'est pas le cas de tout doit être encadré par la loi. Il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Monsieur le directeur. On a dit que vous pouvez prendre la parole, on n'a pas dit que vous voulez me couper la parole. Deux choses. Bon, en tout cas. Non, moi je voudrais dire une chose. Par là où vous avez terminé, vous avez donné des éléments. Vous avez compris, donc là il y a un problème. Oui, voilà. Non. Ce que je voudrais dire. La réflexion doit être menée par là. Oui, ce que je voudrais dire. Ça doit être institué dans la loi. Ce que je voudrais dire. Parce que nous on travaille sous l'emprise de la loi. Monsieur le directeur, ce que je voulais dire d'emblée, c'est que le vote de la diaspora a une modalité aussi d'inclusion. Parce qu'on a des gens qui, à un moment, se sentent un peu en marge de la République, alors qu'ils font partie de la République. Donc, le nombre est certes important, mais il y a aussi cette modalité d'inclusion-là
qui est importante. Ça, c'est d'une chose. De deux, comment est-ce que vous avez vérifié que tous ceux que vous avez inscrits ici au Cameroun n'ont pas un autre passeport? Moi, je peux vous donner, je peux vous dire, attendez, laissez-moi aussi finir. J'en connais ici qui ont au moins un autre passeport de l'Union européenne et qui sont inscrits, enrôlés sur les listes électorales. Est-ce qu'il n'y a pas là... un double standard. Voilà. Alors, l'autre chose que je voudrais dire par rapport aux... On a vu, et ça c'est pour répondre à mon confrère, on a vu des Camerounais manifester leur désir de s'inscrire là-bas. Il y a même eu des mouvements d'humeur. Et l'ECAM a dû se réajuster pour faciliter les inscriptions. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu une demande. Et l'ECAM même a reconnu qu'à un moment, il fallait, parce que les horaires même étaient extrêmement drastiques. Je ne sais pas s'ils ont été finalement ajustés. Donc, il y a un réel besoin de participer au développement, à la chose publique, à la gestion de la chose publique au Cameroun, de participer à l'expression du suffrage universel. Je crois que l'ECAM devrait faire plus pour encadrer cette demande-là. Je suis d'accord avec vous. Mais l'ECAM ne peut que faire ce que la loi a demandé de faire. Vous savez, le législateur a prévu, à l'article 288, dans la disposition pénale, et punit des peines prévues par l'article 122.1 du Code pénal. Celui qui se fait inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire, dissimule une incapacité prévue par la présente loi. Donc, le citoyen camerounais, qui n'est plus camerounais, qui est revenu au pays, elle a pris sa carte nationale d'identité pour venir s'inscrire, nous on ne saura pas, la commission ne saura pas. Alors, s'il est établi qu'il a une autre nationalité, il a dissimulé, il est sous le coup de l'article 122 alinéa 1 du Code pénal, il doit être sanctionné par la loi. Vous avez vu en 2020, il y a un militant d'un parti politique qui était candidat. Nous avons vérifié, il était camerounais pour l'élection de député. Mais devant le Conseil constitutionnel, on a démontré qu'il n'est plus camerounais, il n'était plus candidat. On va avancer. Donc, vous allez me corriger si je me trompe. D'après le Code électoral, la révision des listes tourne autour de deux axes principaux. Il y a donc la mise à jour du fichier électoral, ce qu'on vient de vivre à travers les inscriptions sur les listes électorales. Il y a les modifications diverses, vous en avez parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a le toilettage. Selon le Code, le président de la commission de révision des listes adresse au plus tard le 5 septembre le procès verbal des travaux de la dite commission et des démembrement départemental d'élections du Cameroun, avec en annexe des documents relatifs aux radiations, aux modifications. Les responsables de ce dernier doivent à son tour transmettre les listes électorales provisoires aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre. On sait par ailleurs que selon l'article 80, si je ne me trompe pas, la Direction générale des élections doit publier la liste des électeurs inscrits. Est-ce que ce timing, dans ce cadrage-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'on pourra le tenir? Parce qu'en janvier, on devra repartir avec les inscriptions, si je ne me trompe pas. Évidemment, en janvier, on repart avec les inscriptions sur les électorales. On a toujours tenu depuis 2012, depuis la réforme, chaque fin d'année, parce que c'est établi dans le Code électoral qu'au plus tard le 30 décembre, le Directeur général des élections rend public la liste électorale nationale. Il le fait depuis 2012. Il l'a fait. Il le fera également. Et ça suit les séquences que vous venez d'écrire dans la loi. Mais il y a le deuxième axe qui est très important. Le toilettage. Nous avons reçu 62 911 fiches. Au niveau national seulement, nous avons 483 demandes de correction, 33 655 de changement de résidence, 28 390 radiations que nous avons collectées sur le terrain. Les opérations ont été faites sur le terrain. Maintenant, on fait les saisies, on remonte pour faire ce toilettage-là. Donc, on doit traduire de manière informatique, n'est-ce pas, ces 62 911 fiches collectées. Et nous faisons donc le croisement entre communes, entre départements, entre régions, au niveau national, pour sortir un fichier électoral totalement toiletté en décembre. Vous l'avez dit, déjà, quel est l'intérêt de publier le 20 octobre les listes provisoires? Pour qu'il y ait des vérifications. Que le citoyen vienne voir son nom est bien écrit, son nom à Paris, son nom pas à Paris, pour faire les réclamations. Les partis politiques qui ont été acteurs dans les inscriptions ont les procès-verbaux de travaux pour chaque commune. Je vous ai dit que c'est 360 communes. Donc, lorsqu'on publie la liste provisoire, il sait que dans ma commune,
on avait inscrit tel nombre de personnes, on avait radié tel nombre de personnes avaient changé de résidence. Il vérifie si ça correspond, si ça ne correspond pas, il fait la réclamation. Alors, l'article 80 que vous avez évoqué, que ces gens-là évoquent, ils prennent juste un bout pour dire le fichier, la liste électorale nationale. La liste électorale nationale, c'est l'agrégation des listes par bureau de vote par commune là, qui constitue la liste nationale. Donc ça se fait d'abord au niveau vous de la avez publié. Nous avons rendu public. Oui, j'ai dit. On n'a pas publié depuis 2019, vous n'avez pas vu. C'est maintenant que vous voyez. On publie chaque année. On rend public. On a inscrit dans les communes par bureau de vote. On renvoie là-bas dans les communes par bureau de vote. C'est là-bas qu'on renvoie. Hein? Lisez bien l'article 80. On dit, le législateur dit, à l'issue des inscriptions, et au vu des documents, c'est-à-dire les fiches de radio, au vu des documents, les inscrits, les radiés, les corrections, les résidents, au vu des documents, donc c'est ça, le directeur général rend public la liste électorale nationale. Donc, il agrège ces listes par commune, après avoir fait le toilettage, enlevé les corrections, fait le mouvement de déplacer, et voilà. Vous parlez de la publication sur le site. Voilà, c'est ce que vous attendez sur le site. D'abord, il faut dire notre premier intérêt, c'est le citoyen, le peuple. C'est pour ça qu'on envoie ça vers les communes, parce que c'est là où ils sont. Nous publions sur le site, à un moment donné, on a arrêté, parce qu'il y a eu piratage de notre site. Il y a eu piratage de notre site, et quand on pirate le site, vous savez ce qu'on fait? Ces gens sont dangereux. Hein. Ils vous mettent de nouveaux noms, ils vous corrompent le fichier, ils radisent des gens sur le fichier. Nous sommes perdus. Donc, on a sécurisé de telle sorte que le 30 décembre, quand on va envoyer le fichier national dans notre site, chaque citoyen inscrit peut consulter pour lui seul, uniquement lui seul. Et le site est suffisamment sécurisé. Je comprends en tant que citoyen, voyez-vous, que l'ECAM soit pointé du doigt. On pourrait dire de manière périphérique. Parce que la sécurisation de la nationalité camerounaise n'est pas entre les mains des Camerounais. Donc, pourquoi aller être trop sérieux au niveau de l'ECAM pour appliquer la loi et dévoyer en nous-mêmes notre propre nationalité, les cartes d'identité, etc. On n'a pas d'entreprise locale qui puisse nous produire à temps. Et lorsque votre machine est tombée en panne, les Camerounais se posent des questions, puisqu'on voit ailleurs qu'il y a des acteurs camerounais qui ont des entreprises, qui ont des technologies, qui peuvent effectivement participer à sécuriser notre nationalité, notre registre d'état civil, etc. On ne peut pas continuer à dire au monde que nous avons des lois, alors que dans les usages et la pratique, des instruments qui peuvent rassurer... Notre machine n'est pas tombée en panne. C'est le site qui a été piraté. Rassurer les Camerounais. C'est le site qui a été piraté. Rassurer les Camerounais que nous avons des instruments où vous pouvez vous déployer et sans que cela suscite des débats ou que la sécurité interne soit mise en difficulté. Nous avons des pratiques qui ne rassurent pas le Camerounais et je pense que l'invitation que le Front des démocrates fait ici et ailleurs, c'est que les Camerounais doivent fonctionner sur la base des lois, mais nos lois, globalement, ne participent pas à nous résoudre, à nous rendre fiers. Alors, je passe la parole à Yoni, il veut absolument parler. Oui, dans la même veine justement de la sécurisation, vous avez contracté, monsieur le directeur, avec une société, je crois, allemande, pour à peu près moins de 7 milliards en tout cas. Et cette société était censée sécuriser le processus par la biométrie, je crois. Est-ce que cette société a pu instaurer la biométrie à ce jour dans le processus électoral? La biométrie, c'est la mesure du vent. C'est-à-dire, c'est l'identification de l'électeur. Au-delà des informations que nous appelons les informations alphanumériques, nom, prénom, date, lieu de naissance, qui sont prescrites dans la loi, il y a votre empreinte pour la biométrie camerounaise. Parce qu'il y a la biométrie faciale également. On capte également votre empreinte pendant qu'on vous identifie à partir de là. On vous différencie des autres, de tous les autres citoyens camerounais, pour s'assurer de votre unicité dans le fichier électoral, sur la base de votre élément. On est sûr que vous êtes seul. Voilà la biométrie que vous entendez, biométrie. Non. C'est important, monsieur. C'est très important, parce que vous faites comme si la biométrie... Non, ça c'est vous qui présumez. Non. Ça c'est vous qui le dites, monsieur le directeur général. Ouais, la société civile camerounaise avec les partis politiques, bon, en tout cas, continuons. Donc, je disais que la biométrie sert à identifier, à différencier, pour s'assurer. C'est pourquoi nous voulons un fichier fiable. Parce que si vous êtes identifié, on est sûr et certain que vous êtes seul.
C'est pour ça qu'il n'y a plus de doublons dans notre fichier. Notre partenaire allemand, Veridos, que certains acteurs politiques accusent également dans la même... Je crois que c'est là où il a prêté, n'est-ce pas? On estime qu'on aurait pu trouver l'expertise nationale au lieu d'y aller. Hein? C'est ce qui est dit. Oui. Ah. Ça existe. Attendez que je réponde d'abord à la question. L'autre partenaire se limite à 2 choses. J'ai dit 2 choses. Il nous livre les machines. Oui. Les serveurs, avec les laptops, avec tous les accessoires. Hein? Il nous livre les machines. Et il fait la maintenance de ces machines-là. Le fichier électoral est entièrement entre les mains des Camerounais. Des inscriptions jusqu'à la publication, c'est entre les mains des Camerounais. Le partenaire n'a rien à voir là-bas. Il nous donne des machines, c'est des instruments. Dites-moi où on fabrique les serveurs au Cameroun. Non, mais est-ce que cette entreprise fabrique les serveurs? Non. Votre partenaire. Vous le connaissez? Non, est-ce qu'il fabrique des serveurs? Moi, je passe la... Vous voulez que je vienne vous donner à vous le marché de c'est des coursiers, ils font des... Est-ce qu'ils fabriquent des serveurs? Des coursiers? Non, est-ce qu'ils fabriquent? Vous les connaissez? Non, est-ce qu'ils en fabriquent? D'abord, moi je veux C'est facile à savoir, monsieur le directeur. Oui, je suis d'accord avec vous. Non, une question importante. Prenons seulement le kit. Il n'y a aucune société au monde qui fabrique le kit. C'est un assemblage. Oui, vous achetez telle pièce à telle société, et vous assemblez. Nous, on ne va pas acheter pour assembler. Il faut qu'il assemble tout ça dans les bonnes conditions, et puis il nous donne l'appareil que nous voulons. Donc c'est comme ça. C'est une grande société, c'est parmi les multinationales en matière de biométrie et bien d'autres choses, parmi les meilleurs au monde. Et je vais même vous dire, nous venons d'acquérir une Persoline, une machine de haut niveau. Ce n'est pas seulement avec Veridos. On a acquis ça aux États-Unis à un trust. Donc nous faisons un travail convenablement et nous savons où se limitent nos partenaires. Pour répondre à votre question, nos partenaires là se limitent au niveau des machines là et de la maintenance de ces machines là. Point barre, ils n'entrent pas dans nos fichiers électoraux. Il faut que ça soit clair. Dans la suite du processus, et on va sortir par là, il est prévu la réouverture de la période de révision du fichier en janvier 2025, si je ne me trompe. Est-ce que vous avez le sentiment que, au regard du travail qui est fait sur le terrain, l'ECAM s'écarte de sa ligne et qu'il y a une menace permanente sur le processus électoral? Est-ce que vous avez ce sentiment? Non, moi je ne pense pas. Je crois que ce sont un peu des allégations. On va vous taxer d'agent de l'ECAM. Hein? Non, du tout. Moi, vous avez l'impression de bien défendre l'ECAM. Je ne défends pas l'ECAM, je suis objectif et je fais l'effort d'être lucide au regard des faits qui sont mis en contexte concernant le travail de l'ECAM. Un travail qui n'est pas moins critiquable. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Bon, les gens ceux des acteurs, je suppose que cette allégation émane des acteurs politiques qui sont dans leur rôle, c'est-à-dire que de toujours provoquer, susciter la polémique. Moi, je pense plutôt qu'au lieu de naviguer vers des polémiques, il faudrait plutôt encourager les militants qui sont les leurs, selon divers bords politiques, à s'inscrire sur les listes électorales afin de participer au changement, à l'alternance politique, au regard des échéances futures qui sont pointées à l'horizon. Je suis souvent amusé quand j'écoute certains dire qu'il faut défendre le vote. Je ne sais pas à quoi ça renvoie. Il faut déjà. Un acteur électoral. Il faut déjà. Non. Ce sont des insinuations un peu spécieuses. Ce ne sont pas des insinuations, ce sont des faits. Comment peut-on défendre un vote? Il faut plutôt encourager un citoyen à aller s'inscrire et à lui faire savoir que sa voix compte pour le changement ou alors pour le maintien, selon ses convictions politiques. Bon, dire que vous défendez le vote, je ne vois pas comment on peut défendre un vote. Non, je pense que les hommes politiques doivent travailler à ces niveaux au lieu de passer le temps sur des débats sur des chantiers qui ne sont pas porteurs. Parce que, voyez-vous, les chiffres que nous avons aujourd'hui devraient plutôt passer du simple au double de l'année prochaine si les acteurs politiques sont véritablement impliqués. Parce qu'on constate de plus en plus un certain engouement auprès des citoyens qui veulent s'inscrire. Mais si on a des acteurs qui sont plutôt concentrés sur des faits divers, moi je ne sais pas si vraiment on va s'en sortir dans ce sens. C'est vrai. Je crois que ce discours est dangereux et il est démobilisateur. Dans un contexte où on observe un mouvement citoyen, une montée en puissance de la construction de la citoyenneté, dire aux gens qu'il ne faut pas défendre son vote, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des précédents. Il a demandé comment on défend le vote. En étant présent. La présence, après le dépouillement, est dissuasive lors des fraudes. Ça se voit même dans d'autres pays africains. Comment vous établissez ces fraudes-là? Les fraudes massives ont été documentées au Cameroun. Je ne comprends pas, nous sommes dans le même pays, avec les mêmes textes ou pas. Monsieur Alega,
La commission locale de vote, c'est une commission. Chaque candidat est son représentant dans chaque bureau de vote. Monsieur le directeur général, vraiment, je vous demande de vous couper. C'est pas comme ça. À ce niveau. Je ne vous demande pas l'autorisation de me couper. Non, je ne dis pas vous de couper. Bon. De mettre de l'eau un peu à votre moulin. C'est pas la vérité. C'est pas la. Il n'y a pas une commission locale de vote dans chaque bureau de vote. C'est une vérité. Mais les faits en tant qu'acteur politique. Les faits montrent qu'il faut effectivement surveiller le vote. Je me suis retrouvé dans un bureau de vote tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai été empêché de marquer une réserve sur le procès verbal de 18h à minuit. Vous pensez que s'il y avait eu une mobilisation où j'étais seul dans cette localité, je n'aurais pas marqué cette réserve sur le bureau de vote? Quand il dit qu'il ne comprend pas pourquoi les gens disent qu'il faut surveiller le vote, c'est parce que vous n'êtes pas un acteur électoral. Non, c'est pas par rapport à l'électoral. Tout ça, c'est le procès. C'est pas toi qui donne la parole. J'ai fini. C'est une insinuation qui prête à autre chose. Non, vous n'avez pas terminé. J'ai pas terminé. C'est que prévoit la loi. C'est de ça qu'il est question. Qui vous surveillez par qui? Pas les populations, non? Pas les citoyens, non? Écoutez, au moment de déploiement. Oui, pas les électeurs. Au moment de déploiement, la loi permet aux citoyens, autant que le local permet d'entrer dans les bureaux de vote pour vivre le déploiement. C'est en ce moment-là. Et autant, par les fenêtres, les gens observent. Les gens sont là, ils prennent c'est la cour surveillée, ils sont là. La loi leur permet d'être là. Ça a toujours été comme ça. C'est documenté quand même. C'est documenté. Nous, on a vu des gens marcher avec les bidons de pétrole et parce qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Que ce soit. C'est vous qui marcher souvent avec les bidons de pétrole. Ce n'est pas. Oui, écoutez, la loi permet à tout citoyen de venir assister aux travaux lors du déploiement. Monsieur le directeur. Autant que l'espace peut vous pouvez entrer, vous introduire dans le local. Sinon, à travers les fenêtres, vous observez. Et chaque fois, quand il y a des déploiements, il y a plein de gens. C'est des attroupements. Ça s'est fait au vu aussi de tout le monde. Il n'y a eu aucune fraude, c'est ce que vous voulez dire. Vous pouvez la filmer devant la caméra. Faites la différence. Il n'y a pas eu de fraude. Les allégations et vous pouvez faire la différence. L'établissement des fraudes à un dysfonctionnement. Non. Et une fraude découle d'une manœuvre frauduleuse. Il y a une intention délibérée. Il y a un dysfonctionnement peut conduire également à favoriser un candidat ou un autre. Maintenant, j'avais la parole, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Maintenant, pour répondre à la question première de Séverin, le coup d'État électoral, non, je crois qu'il ne faut pas... Il n'est pas moins violent qu'un coup d'État militaire. Oui, mais il ne faut pas être excessif. Elecam, en tant qu'organe, n'a pas une chambre noire où il préparerait un... Ça, c'est mon point de vue. Sauf que Elecam est sous pression. Sous pression du pouvoir. J'ai parlé tout à l'heure du ministre de l'administration territoriale, chez qui... On est sous pression des partis politiques aussi. Tout le monde nous met la pression. Nous, on doit faire oui, c'est tout le monde qui nous met la pression. Ce n'est pas seulement les partis politiques nous mettent la pression. Alors, cette pression, elle est objective, elle est délibérée, mais elle peut être aussi insidieuse. Elle peut être sournoise. Et on le voit avec Elecam, on le voit avec d'autres démembrements de l'administration où on voit des sous-préfets, des préfets se mettre dans le jeu électoral de manière véhémente alors qu'ils n'ont rien à y faire. Vraiment, M. Alegambele, cette question, elle aurait peut-être être du central. C'est vrai que l'arsenal juridique de notre pays nous oblige souvent à raisonner à l'intérieur de ces dispositions quand nous-mêmes on sait que ces dispositions semblent être dépassées par rapport aux aspirations des Camerounais qui vivent pas en autarcie, qui voient comment ça se passe chez les autres et qui voudraient aussi que les choses avancent chez eux. Vous êtes en train de dire que vous êtes partisan du coup d'État électoral. Oui, que Elecam serait en train de préparer quelque chose. Ce n'est pas... Ça s'est dit dans les milieux des partis politiques. Ce n'est pas Elecam. Ce sont les acteurs politiques qui sont installés au pouvoir qui le préparent. Les indicateurs sont nombreux. Nous avons à la tête de notre État un président de la République encadré par toutes les institutions, avec tout le respect qu'on a pour sa personnalité et pour l'institution qui le représente. Il y a des éléments factuels et des indicateurs lorsqu'on voit appel du peuple qui vient de X régions, lorsqu'on voit que notre champion sera reconduit, alors que manifestement, il y a des éléments factuels
qui indique que... Mais c'est de bonne guerre, non? Ça se passe au sein Quand des bien ce formations serait de politiques. bonne guerre, quand bien ce serait de bonne guerre, est-ce que vous pensez que la politique que nous faisons, c'est que nous jouons avec la vie des Camerounais? Est-ce que vous voyez l'état dans lequel les institutions, toutes les institutions de la République sont abandonnées parce que chacun estime qu'on n'a rien à faire? Vraiment, on attend des orientations, rien n'arrive. On arrive dans une institution, il n'y a pas de toilettes qui fonctionnent, il n'y a personne à l'accueil, personne n'arrive à l'heure, personne ne fait rien. Parce qu'on dit que non, vraiment, ceux qui doivent décider n'arrivent pas à décider. Il faut prendre au sérieux quand certains gens parlent, Ils parlent de coup d'État électoral. Il faut se poser la question, qui prépare le coup d'État électoral? Nous, on prépare l'organisation des élections. Il y a les gens qui préparent les élections, vous avez dit, il y a les gens qui font leur campagne pour faire les élections. Ce n'est pas le contentieux. Ils préparent justement un coup d'État par la rue. Qui ça? Suivez bien le discours des gens qui appellent, qui font peur aux Camerounais. Vous voyez dans les chiffres qui sont erronés. Vous dites cela. C'est vous qui préparez en réalité le coup d'État électoral à travers la rue. C'est ça le véritable. Il y a des discours de violence qu'il faut condamner dès maintenant. C'est quand même curieux que c'est au moment où tous les acteurs sont revenus dans le jeu politique et se préparent à aller au suffrage que l'on soupçonne certains d'appeler à la Qu'est-ce qu'on fait de leur discours là? Non. Leur discours, c'est leur discours. C'est un discours qui vise à créer ce qu'on appelle le rapport de force. Tout simplement. Non. Même au Sénégal, on l'a vu. On a vu ce type de discours pour accéder démocratiquement au pouvoir. Je ne partage pas toutes les méthodes de ce parti politique, mais il ne faut pas. Non, mais il ne faut pas d'emblée les étiqueter comme un parti qui veut la violence, alors que vous n'avez aucune preuve là-dessus. Maintenant, pour terminer, je crois que c'est ma dernière prise de parole. Je ne sais pas. Merci beaucoup, merci pour cet échange amical. C'est un sujet intéressant, il concerne tous les Camerounais. Nous sommes avant tout des électeurs. Oui, Olivier, vraiment... Juste en quelques secondes pour dire que ceux qui s'offusquent du fait que je m'interroge comment on peut sécuriser le vote. Tout à l'heure, M. le directeur général adjoint de l'ECAM a dit qu'il y a la loi permet à tout électeur de pouvoir assister au dépouillement. Ça, c'est déjà une façon d'être dans la transparence, de voir comment est-ce que le processus se déroule. Alors, quand certains acteurs politiques... Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? 2011, 2018, 2011, 2018... Non, vous me faites un procès d'intention. Vous n'êtes pas sur le terrain, monsieur. 2018, vous n'étiez pas avec moi lorsque j'étais sur le terrain, lors de l'élection présidentielle. Excusez-moi. Ça, c'est votre avis. On ne revient pas sur le débat. C'est votre avis, je vous le concède. Je suis en train de dire que le discours de certains acteurs politiques prête à confusion. Ça dit qu'ils sont dans la logique où il faut inciter les gens à déstabiliser, à nuire, à déconstruire la cohésion sociale qui est actuellement en vendant des discours qui sont des discours... Il y a une cohésion sociale. Il y a une cohésion sociale qui existe au Cameroun, malheureusement. Sauf si vous allez me démontrer le contraire. Vous allez me démontrer le contraire. Au lieu de préparer une élection pour la gagner, les gens sont là dans des projets qui tendent à distraire les Camerounais, à les amener vers d'autres champs qui ne sont pas ceux qui sont là pour construire la paix et garantir une élection qu'on peut gagner de manière démocratique. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Une fois de plus, je vais vous dire merci. Merci pour la contribution de chacun d'entre vous. J'imagine qu'à la maison, ça a été un plaisir d'écouter les points de vue, les aspects qui ont été abordés. Le processus électoral, c'est notre affaire à tous. Et donc, dès janvier 2025, si vous n'avez pas réussi à vous inscrire sur une liste électorale, l'occasion vous sera donnée de le faire. Nous avions simplement ouvert une brèche sur le bilan de l'opération qui s'est achevée. Et nous avons essayé d'évoquer les réserves émises par certains partis politiques, des réserves qui sont peut-être pas fondées, peut-être fondées aussi. Vous avez partagé avec nous l'opinion du directeur général de l'ECAM, des autres invités sur le plateau. Merci une fois de plus et à bientôt sur la CRTV.